ما شاء الله. يتنحوا بإذن الله. بسم الله بسم الله. يتنحوا بإذن الله. Alors ce soir, marhaba bik. Donc ce soir, nous avons l'Asatida Ali Brahimi, Morad Yefsah, où normalement il y aura aussi Maître Nordin Ahmin. On va parler d'Algérie, évidemment. Donc, on va parler de la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, qui est un principe même des démocraties représentatives. Donc, on attend l'arrivée de tout le monde, je pense. أستاذ مراد يفصح مرحبا بك كلمة بالك للمتابعين الكرام. يعطيك الصحة. دونك مساء الخير كل المواطنين اللي راهم يتابعوا هذه المبادرة هذه. Et puis merci à Doustourina pour le travail sérieux que toute l'équipe fait sur donc l'organisation des débats. Voilà. Merci à vous surtout d'être là ce soir avec nous en direct pour débattre justement de la séparation des pouvoirs en Algérie. On vient de voir les images du Hirak, ça fait chaud au cœur. À quoi ça vous fait penser tout ça, Monsieur Yefsah? Vraiment, premièrement, le générique de Doustourina, il est formidable. Et la musique qu'il passe à chaque fois, elle nous inscrit dans une atmosphère donc d'espoir, de lucidité et aussi donc d'interpellation. Ça nous interpelle. C'est une chanson, mais vraiment à chaque fois que j'adore. Et puis, bien sûr, l'espoir donc que ce processus révolutionnaire aboutisse. Exactement. Je ne sais pas si les autres invités sont là ou pas, en fait. Est-ce qu'on peut me le confirmer? Oui, je suis là. Bonsoir, Lila. مرحبا بك أستاذ علي إبراهيمي. شكرا لقبولك الدعوة. يعني واش الكلمه اللي تقولها للمستمعين اللي راهم يتابعوا فينا على المباشر؟ رايحين نتكلموا على la séparation des pouvoirs en Algérie bien sûr. Et puis est-ce que vous voulez dire un mot avant qu'on commence le débat et avant que Maître Nordin Ahmin se rejoigne à nous dans un petit moment, j'imagine. اولا نقول مساء الخير لكل المستمعين ولكل نشطاء الانترنت. Zoul Filaoun, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, je remercie à mon tour Doustourina pour l'organisation de débats très sérieux qui peuvent permettre de clarifier les enjeux d'une situation révolutionnaire, mais qui dure depuis 2 années déjà sans avoir pu trancher en faveur du changement démocratique. Bien au contraire, lorsque l'on voit les institutions de la nouvelle Algérie, on a l'impression qu'on regresse même par rapport à l'épisode de Bouteflika. D'accord, d'accord. Donc, vous croyez que le Hirak doit continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on atteigne au moins certains objectifs ou tous les objectifs. Vous en pensez quoi, au fait? Nous d'abord, je suis parmi mon peuple ici, et Mourad est aussi parmi son peuple à Paris, d'autres le sont au Canada et dans d'autres pays du monde. Nous sommes suffisamment proches des préoccupations de notre peuple et nous sommes dans ces rangs pour savoir que le peuple, notamment sa majorité démographique et sociologique, c'est-à-dire la jeunesse, est déterminé à continuer le Hirak jusqu'à sortir l'Algérie du système de l'État policier. D'accord. Maintenant, comme
vous l'avez dit, qu'est-ce qui peut trancher la question? Nous sommes dans des groupes, des collectifs citoyens. On était dans le collectif des Amis du Manifeste pour l'Algérie Nouvelle. Nous le sommes toujours. Nous sommes dans la coordination nationale également pour un congrès pour la citoyenneté. Parce que nous considérons qu'il manque à ce processus révolutionnaire une clé de voûte importante ou bien une cheville ouvrière importante, c'est celle de l'auto-organisation citoyenne. C'est pour ça que depuis le début, nous avons considéré que la société civile et la société politique ont été soumises à trop de fermetures, trop de verrouillage et trop de répression qui les a affaiblis depuis pratiquement 1995-96 et qu'il est nécessaire que le peuple s'organise maintenant qu'il revient à la politique. Évidemment, on appelle les gens à s'organiser selon tel qu'ils se ressemblent, selon leur approche de deux questions. D'abord, le modèle alternatif de demain. Quel État nous voulons pour demain? Parce qu'il faudra bien changer d'organisation étatique. Et la deuxième question, par quels moyens, mécanismes institutionnels faire aboutir ce processus révolutionnaire? C'est exactement la transition démocratique indépendante et le processus constituant ou l'Assemblée nationale constituante. Donc, sur cette base-là, nous avons considéré que le courant des démocrates citoyens, qui est essentiellement, pour l'essentiel, en dehors des partis démocratiques, doit s'organiser. Parce qu'ils sont dispersés, c'est des individus, il faut qu'ils s'organisent. Ils s'organisent dans l'horizontalité totale, l'autonomie totale, la confédéralité, et autour d'une plateforme qui exprimera leur vision pour ces deux questions, mécanisme d'aboutissement du processus révolutionnaire et modèle alternatif pour demain. Voilà. Déjà, Monsieur Brahimi, puisqu'on va parler justement de la séparation des pouvoirs, ce qu'on sait déjà, c'est que les régimes dictatoriaux recherchent une concentration des pouvoirs. Donc, c'est clair, en fait. Est-ce que notre régime fait la même chose? Il recherche la concentration des pouvoirs. Et du coup, c'est le thème de la soirée, au fait. C'est quoi déjà la séparation des pouvoirs? Vous voulez vous adresser à Ali ou à À Mourad? tout le monde, à tout le monde. Alors, donc, je voudrais commencer par dire deux mots. Effectivement, c'est une question importante. Est-ce que aujourd'hui, donc, le régime algérien cherche la concentration des pouvoirs? Je pense que c'est comment dirais-je, c'est une réalité. C'est une réalité qui s'est imposée dès l'indépendance. Dans un État, on dit un État de droit, c'est un État, premièrement, qui repose sur la souveraineté du peuple, donc sur des institutions qui sont l'émanation démocratique de la souveraineté du peuple, et le pouvoir qui est dans le cadre d'un État de droit, c'est un pouvoir qui s'appuie sur les partis majoritairement ou les organisations ou les élus majoritairement donc, désignés par le peuple et qui ne s'appuie pas ni sur la police ni sur l'armée pour exécuter donc, un programme donné. Et donc, dans cet état de droit, les fonctionnaires, ils sont libres, ils ont une liberté donc de conscience dans la réalisation donc de leur responsabilité en tant qu'agent donc de l'État, en tant que commis de l'État. Et parmi donc ces commis de l'État, donc qui ont cette liberté de conscience et cette liberté donc dans leurs actes, il y a bien sûr tous les commis de l'État et parmi eux bien sûr les juges. C'est une question fondamentale. Mais les pouvoirs qui peuvent effectivement
donner cette liberté, se permettre cette liberté à ces fonctionnaires, cette liberté à ces institutions, ce sont des pouvoirs qui sont capables de donner le pain et la paix à leur nation. Ce sont des pouvoirs qui sont capables d'assurer ces deux choses fondamentales. C'est-à-dire que la paix, donc travailler et vivre en paix, bien sûr, et assurer donc l'avenir à sa famille, bien sûr, et la deuxième chose, pouvoir donc subvenir à ses besoins, donc avoir quoi manger. La question, c'est qu'en Algérie, depuis l'indépendance, dès le lendemain de l'indépendance, dès la signature des accords d'Évian, c'est-à-dire que le peuple algérien n'a jamais disposé de la souveraineté, et donc ceux qui ont pris le pouvoir, ils l'ont pris en s'appuyant sur l'armée et non pas sur une majorité donc d'élus, émanation d'une désignation ou d'une élection démocratique donc du peuple. Et depuis 1962, ce pouvoir, il s'est toujours appuyé sur l'armée, sur la police politique et sur la police. Il ne s'est jamais appuyé ni sur des partis, ni sur des élus, ni sur des organisations civiles. Et bien entendu, dans cet État qui a été construit, il a été, je dirais, fait de tous les fonctionnaires. Je dis bien de tous les fonctionnaires, à quelque niveau que ce soit, des agents dociles du pouvoir. Et d'ailleurs, la séparation. Allez-y, je suis désolée. Et tous ceux qui ne sont pas, et tous ceux qui refusent la docilité, sont systématiquement marginalisés, intimidés, arrêtés, etc., etc. Donc, nous sommes effectivement dans une situation où, même si du point de vue théorique, c'est-à-dire quand on lit la Constitution, surtout depuis 89, la Constitution de 89, oui, il y a eu donc l'introduction donc de la notion de séparation des pouvoirs, donc législatif, exécutif et judiciaire, avec un parlement dans lequel il y avait une représentation donc multipartite, mais le pouvoir lui-même ne s'est jamais appuyé sur cette majorité parlementaire donc du Parlement pour exercer le pouvoir. Il s'est toujours appuyé sur l'armée, sur la police, et ces institutions-là ne sont qu'une façade. Donc, oui, oui. Nous sommes de fait dans un État, bien sûr, c'est pour ça qu'on parle donc d'un État militaro-policier, parce que ce n'est pas un État de droit. Exactement, parce que déjà, classiquement, la séparation des pouvoirs, c'est la première condition d'un gouvernement libre, de toute façon. En fait, c'est comme si c'est l'adjectif, quoi, en fait. Un État libre, c'est connu, il y a la séparation des pouvoirs. Moi, je voulais justement m'adresser à… Il y a Maître Ahmin avec nous. D'accord. Eh bien, مرحبا بك, Maître Nordin Ahmin. الله يسلمك مرحبا بكم مساء الخير مساء الخير واش راكم لاباس والله لاباس هذه مده سيفري واش راكم لاباس والله غير الحمد لله. Alors on était en train ça me fait plaisir de participer avec vous surtout bah oui, moi aussi j'étais contente franchement. Donc Maître Nordin Ahmin, on était en train de parler avec Monsieur Ali Brahimi et Morad Yefsah, on parlait de l'Algérie, de la séparation des pouvoirs. Je venais de poser deux petites questions en fait. Monsieur Yefsah, il a expliqué un peu ce que c'est déjà la séparation des pouvoirs, en fait, législatif, exécutif, judiciaire. Et puis, il a fait un petit résumé de l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance. Donc, vous, puisque vous êtes d'ailleurs avocat, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je disais à M. Brahimi, à M. Yefsah, j'ai dit déjà, la séparation des pouvoirs est conçue comme la première condition d'un gouvernement libre, déjà, en fait. Et d'ailleurs, je pense que même
comment ça s'appelle, même dans, alors je l'ai noté quelque part, je sais en fait, je me rappelle plus, mais bon, bref, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous êtes du domaine de toute façon? بون على كل حال معليش نهضر بالدارجه لا انا نهضروا بالفرنسي. اوكي معليش. الفصل بين السلطات يجب ان يكون في دولة القانون، يعني ما نقدروش نتصوروا فصل بين السلطات اللي هي السلطه التشريعيه التنفيذيه والقضائيه في دوله تسود فيها الديكتاتوريه. وإن كان احنا نعرفوا هذا الشيء في الدول مثل الجزائر، يعني دائما خاصة السنوات الأخيرة تحافظ على الواجهة الديمقراطية، بينما العمق هو خلاف ذلك تماما. الفصل بين السلطات بطبيعة الحال فكريا يعود حتى لفلاسفة اليونان، ماهوش ليس وليد اليوم. ليس وليد اليوم بالضبط. ايضا يعني ربما الكاتب او الفيلسوف اللي تناول هذه المساله نظريا وبدقه هو مونتسكيو في روح القوانين في 1742 على ما اعتقد. اذا الفلسفه في حد ذاتها فلسفه الفصل بين السلطات، حتى عند المفكرين اليونان فلاسفه اليونان انه حتى لا يكون هناك استبداد سلطه. ايوه، اذا كان يعني كل السلطات اجتمعت في يد واحده مهما كانت هذه اليد سيكون هناك استبداد وسيكون هناك تجاوزات، ولا تكون الدوله في هذه الحاله ولا تخدم الشعب، لأن الدوله الوجود تاع الدوله في حد ذاته هو لخدمه الشعب. يعني الدوله يجب ان تكون في خدمه الشعب. حتى تكون في خدمه الشعب يعني لا يمكن ان نتصور من جهه الاستبداد او الديكتاتوريه في آن واحد تكون في خدمه الشعب. هذا هو اللي خلى المفكرين توصلوا الى فكره الفصل بين السلطات، حتى يكون اولا هناك تعاون بين هذه السلطات، وايضا المراقبه المتبادله بين هذه السلطات. استاذ حميد، نقطع برك دايوغ بيسك راك تهضر عليها، انا حبيت نوضح باللي لا سيباراسيون دي بوفوار ça concerne pas seulement comment ça s'appelle la partie juridique, hein, je pense, hein, c'est dans toutes les parties de l'État, en fait, les institutions de l'État. Il faut qu'il y ait une séparation des pouvoirs et il faut que les gens puissent comprendre. Mais bon, là ce soir on parle du côté juridique. Oui, tout à fait, bien sûr, mais le côté juridique prend le dessus dans la mesure où la séparation des pouvoirs est consacrée par une constitution. Voilà, c'est ça le côté juridique de la chose, mais bien sûr, il y a le côté philosophique et le côté politique. C'est incontestable. إذن قلت هنا باش تكون دولة في خدمة الشعب لابد من تبني، لأنه ما دام أن السلطة هي سلطة ترجع للشعب، يعني الشعب هو اللي يملك السلطة، وهذه السلطة اللي يملكها الشعب بيان سور يمنحها للممثلين تاعو. هذه هي الفكرة تاع يعني التمثيل تاع الشعب، يكون تمثيل حر، يكون تمثيل ديمقراطي، يكون تمثيل حقيقي. هنا التمثيل بطبيعة الحال سواء في التمثيل التشريعي أو التمثيل بالنسبة للسلطة التنفيذية بطبيعة الحال كل هذا لابد من إقامة السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية، لأنها هي الضامن الوحيد فيما يخص تسيير شؤون الدولة، فيما يخص تسيير شؤون المجتمع. الدستور ينص على أن السلطة القضائية تحمي المجتمع والحريات، يعني من جهة تحمي المجتمع عندها مهمة السلطة القضائية مهمة حماية المجتمع ومهمة حماية الحريات الفردية والجماعية. إذا كان السلطة ماهيش حرة، ماهيش منفصلة عن السلطات الأخرى خاصة السلطة التنفيذية، بطبيعة الحال لا يمكن لها أن تؤدي رسالاتها المجتمعية. هذا هو اللي رانا نعانيو من اليوم رانا نعانيو أن السلطة في يد جهة تضع واجهة
واجهه، حتى هذه الواجهه ليست بالواجهه الديمقراطيه، يعني السلطه التنفيذيه هي الكل في الكل، يعني السلطه القضائيه خاصه في المسائل السياسيه فهي مجرد اداه في يد النظام. يعني تحولت السلطه القضائيه في الوقت في خاصه منذ 22 فبراير 2019 تحولت السلطه القضائيه عباره عن آلة تستعملها السلطه التنفيذيه والنظام. في الحقيقه النظام تحديدا النظام يستعمل هذه السلطه باسم الشعب وباسم القانون وباسم الدستور لمحاربه الشعب في حد ذاته، لانه الشعب خرج. مي بصح سي كوا لو بوت؟ وشنو الهدف؟ الهدف هو انه لابد ان نرجعوا يفصح ذكر انه بعد الاستقلال مباشره، مع الاسف باش ناخذوا الطريق الصحيح مع الاسف يعني الاعوجاج حدث في ذلك الوقت في سبتمبر 1963. وقع يعني بعد الاعتداء على اول برلمان تاسيسي، اول هيئه تاسيسيه في ذلك الوقت. يعني كانت لو كان يعني مشينا في المسار الحقيقي في ذلك الوقت، لو كان باشرنا في بناء دوله القانون، دوله المؤسسات. دوله المؤسسات واش هي؟ المؤسسات يجب ان تكون نابعه من الشعب، يعني الشعب هو اللي يخلق هذه المؤسسات اللي تسيره. ولانه شعار الجزائر من الشعب والى الشعب، يعني هذا شعار، مجرد شعار مع الاسف. هذا هو المشكل، يعني هذه الشعارات نحولوها للواقع. يعني صح الجزائري راه يناضل باش يحول هذه الشعارات الواقع هذا، باش تكون الدوله الجزائريه في خدمه الشعب عبر مؤسسات نابعه من اراده الشعب. D'accord. Je donne la parole à Monsieur Brahimi. Alors, si vous avez quelque chose à rajouter. Je crois que ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir de séparation de pouvoir sans état de droit. C'est-à-dire sans que le pouvoir ne reconnaisse la prééminence du droit aussi bien entre lui et les citoyens que entre les citoyens entre eux. Donc, sans que la puissance publique qui représente le pouvoir n'accepte que lui soit appliqué le droit sur le même pied d'égalité que les autres sujets de droit, des individus, d'autres personnes morales comme l'État, etc. On est loin de ça en Algérie. On est loin de ça en Algérie. Et pourquoi Monsieur Brahimi? Tout simplement parce que le pouvoir en Algérie a une matrice d'abord militaire. Il a une matrice militaire depuis l'indépendance et même un peu avant la genèse dans le FLN-ALN, la matrice militaire de la genèse du pouvoir en Algérie est une donnée fondamentale qui fait que le pouvoir a été et l'indépendance ont été appréhendés comme un butin, plus que comme une organisation étatique pour satisfaire les besoins citoyens. Donc on est devant une problématique qui considère le pouvoir comme un butin, et dès lors que c'est un butin, on voudrait bien échapper au droit, donc s'assurer l'impunité. C'est pour cela qu'il recherche que le pouvoir que l'on dit exécutif en Algérie, mais qui est en réalité quasi monarchique, cherche une concentration permanente de pouvoir. Et aujourd'hui, avec la constitution de Tebboune, elle est plus concentrée encore que celle de Bouteflika. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les constitutionnalistes. Il a en fait accentué la dose de concentration des pouvoirs et de centralisation. La séparation des pouvoirs en Algérie n'est qu'une formalité. En fait, c'est un slogan dans des constitutions qui sont piétinées régulièrement par ceux-là même qui les font. En réalité, si on s'en tient par exemple à discuter de la question sous l'éclairage des événements qui se déroulent en Algérie depuis février 2019, on va comprendre qu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Vous voyez, par exemple, en 2019, quand ça a commencé, il y avait un parlement, il y avait un pouvoir exécutif, il y avait un pouvoir judiciaire, théoriquement.
Mais dans la réalité, en fait, le pouvoir judiciaire, qui est essentiel, comme le dit Maître Ahmim dans le triptyque, l'indépendance du pouvoir judiciaire est essentielle. Le pouvoir judiciaire continue d'être une fonction de l'exécutif, comme elle était une fonction de la révolution algérienne. Sous Boumedienne, on refusait clairement la séparation des pouvoirs en disant que la justice, c'est le bras séculier de la révolution. Donc, elle est là au service de la révolution. Elle doit et peut abattre les ennemis de la révolution sans considération des principes d'égalité, des principes de hiérarchie des droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quoi, en fait. Voilà. Donc, pour revenir au Hirak, la manière dont la justice a été, l'appareil judiciaire, en fait, ont été instrumentalisés. Et même l'appareil policier, parce que je crois que vous disiez tout à l'heure que ce que vous appeliez la séparation, en fait, c'est le principe de l'égalité. C'est le principe de l'égalité. Aussi bien l'appareil judiciaire que l'appareil sécuritaire ont été instrumentalisés d'une manière éhontée qui leur nie toute autonomie. Parce que même un policier, un appareil policier, théoriquement, le pouvoir exécutif ne peut pas lui faire faire ce qu'il veut. Parce que le policier lui-même obéit à la loi. Donc, on revient à ma première affirmation. Première, quand je vous ai répondu, l'état de droit est primordial pour qu'il y ait séparation de pouvoir. Sans état de droit, c'est-à-dire sans que les gouvernants et les puissants n'acceptent de se soumettre au droit comme tous les sujets de droit, il ne peut pas y avoir de séparation du pouvoir. Et maintenant, au point de vue fonctionnement, on connaît le fonctionnement de l'APN. On connaît. Moi, j'ai fait un mandat de député pendant 5 ans. Oui, je posé la question, justement, oui. Un mandat tout à fait honorable. Oui, vous étiez du RCD, je crois. Et donc, voilà. Est-ce que vous avez, comment dirais-je, vous en avez parlé, par exemple, de la séparation des pouvoirs en tant que parti démocratique, en fait? Oui, on ne faisait que ça, de toutes les manières. Et c'était quoi qui empêchait qu'on avance, en fait? Eh bien, tout simplement, comme je viens de vous dire, parce que le pouvoir refuse le droit. Parce que la Constitution ne consacre pas l'indépendance de la justice véritablement. Donc, je vous donne l'exemple de l'Assemblée nationale qui est soumise à l'exécutif. Cette Assemblée, il est arrivé, et ça j'ai des cas précis que je peux même rendre public. J'ai vu un jour une loi des députés se révolter et voter à 2 reprises des articles de loi dans la loi de finances qui ont été piétinés par le pouvoir exécutif, tout simplement. Il a refusé de les appliquer. Je vais vous citer une date. Par exemple, en 2010, dans la commission des finances de l'APN, il y avait pas mal de fils de shahid qui ont décidé à l'intérieur de la commission, et puis ils ont fait, c'était quasiment une campagne électorale, disons, anticipée qu'ils faisaient pour l'année 2012. Ils ont décidé d'octroyer l'importation des véhicules de moins de 3 ans aux veuves de shahid et aux fils de shahid, puisque c'est accordé aux moudjahidines continuellement. J'ai assisté moi-même à l'envoi de représentants du gouvernement qui ont essayé de les sensibiliser en leur disant non. Et lorsqu'ils ont quand même fait passer cet article de loi dans la loi de finances, à l'époque, Yahya leur avait dit allez-y, vous-même l'appliquez maintenant. Vous allez au ministère des Finances pour recevoir la fameuse licence, ils ne vous la donneront pas. Tout simplement. Voilà, c'était comme ça. Il y a un autre exemple, un autre exemple. Nous avions voté le fonds pour le cancer, le fonds de lutte contre le cancer. Le gouvernement ne l'a pas appliqué. L'année suivante, il a ramené lui-même une proposition qui est la même. L'essentiel, que ce soit eux, voilà, en fait, ça vient de quoi, en fait, c'est tout. C'est terrible. Peut-être que je vais revenir à M. Yafsah. Après tout ce que avait dit Maître
Ahmin et Monsieur Brahimi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Oui, Yersa? oui, je pense que tout à fait d'accord avec mes compatriotes, bien entendu, mes collègues. Il y a, à mon avis, il y a il y a un bon bout par lequel on peut prendre effectivement la construction d'un état de droit. Premièrement, les institutions sur lesquelles doit s'appuyer et peut s'appuyer un état de droit doivent être des institutions qui sont l'émanation de la souveraineté du peuple. C'est en premier, c'est la question, c'est là la question. Un pouvoir qui ne s'appuie pas sur des représentants qui sont élus par le peuple et donc respectés, écoutés, il ne peut pas gouverner. Il ne peut que s'appuyer sur la police et la gendarmerie et l'armée. Par exemple, quand il y a eu ce processus révolutionnaire, est-ce que vous avez vu les partis soi-disant majoritaires à l'Assemblée, au Sénat, aller discuter avec les citoyens et se faire entendre? Jamais. Pour la simple raison, c'est que les responsables des partis majoritaires, les secrétaires généraux, les 2 secrétaires généraux sont en prison. Ils sont en prison pour avoir vendu des mandats de députés, des mandats de sénateurs, etc. Oui, c'est terrible. Donc la question, je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller dans le détail des choses. C'est que à la base, l'État algérien n'est pas un État de droit, pour la simple raison, c'est que nous avons une force, le droit d'utilisation de la violence, l'armée, par la violence, a décidé de prendre le pouvoir en 62 et de le garder. Ensuite, en fonction des situations, en fonction des conjonctures, elle a choisi de mettre en place des devantures. Des fois, quand les caisses de l'État sont pleines, bien entendu, il est capable d'assurer le pain et même peut-être plus, et même le yaourt et le kiwi. Et à ce moment-là, donc, oui, il y a un semblant de démocratie. Il y a une certaine liberté, des espaces de liberté qui sont laissés. Mais dès que les choses deviennent un peu plus difficiles, là, ça devient plus compliqué. Et on a vu qu'en 1992, lorsque les caisses de l'État étaient vides et lorsque la dette était plus de 50% donc, du PIB algérien, eh bien, ils ont été obligés donc, de faire une guerre. Ouais. L'application d'une politique économique qui a mis à genoux des millions d'Algériens ne pouvait pas être appliquée par cet État. Donc, il a fallu s'appuyer sur l'armée, la police politique. Et on a vu ce qui s'est passé. C'est pour ça que, à mon avis, nous ne sommes pas dans la question théorique de l'état de droit. Bien sûr, elle est claire, elle est réglée. Mais nous sommes dans une situation mondiale et une situation nationale qui font qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on vient de vivre un événement quand même énorme. Le président des États-Unis, c'est-à-dire la première démocratie mondiale dans laquelle il y a véritablement un état de droit. Président des États-Unis, qui n'a pas eu la majorité, a appelé ses partisans à envahir le Capitole. Oui. Et ils l'ont fait, et il y a eu des morts. Oui. Et ce président, aujourd'hui, il reprend ses fonctions au sein de son parti, entre guillemets, comme si de rien n'était. Oui, voilà, normal. Il y a quand même, et le problème, c'est que tout le monde sait que cet événement est une brèche qui est ouverte. On ne sait pas jusqu'où elle va y aller. C'est une honte déjà pour l'histoire des États-Unis quand même en plus. Voilà. On a vu par exemple en France, lorsqu'il y a eu les Gilets jaunes, on a vu l'un des conseillers du président Macron sortir dans la rue et aller tabasser des gens. C'est-à-dire que, au nom de quoi, bien sûr, une violation flagrante parce que c'était un conseiller du président, parce qu'il était connu, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a des situations, y compris dans les pays
réputés des États de droit où la démocratie est respectée, la séparation des pouvoirs respectée. Nous sommes dans une situation mondiale, une crise qui fait que, y compris ces États-là, ils sont complètement déstabilisés. Et je pense qu'en Algérie, le problème il est pire parce que jamais l'État algérien n'a été un État de droit. Jamais. Il a été dès le départ, et dès le départ, il s'est appuyé sur la force pour donc exercer. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on remarque que le budget accordé au ministère de la Défense est toujours phénoménal par rapport aux autres ministères, par exemple. Ça veut tout dire, quoi, en fait. Je me permets, puisque vous me tendez une perche ici, effectivement, il y a ce point qui est très important. Et quand on regarde le budget, par exemple, le budget donc, de cette année, le budget du ministère des anciens maquisards, quand même, ça fait 60 ans après l'indépendance. 60 ans après l'indépendance. Il est supérieur à la somme du budget de la formation professionnelle, de la santé, et je peux rajouter encore un autre Exactement. ministère. Oui, c'est ça. Donc, il y a effectivement, on voit bien à travers donc l'analyse même donc, du budget de l'État, on voit comment donc, ce pouvoir, sur quoi il s'appuie. Il s'appuie bien sûr sur la force, il s'appuie sur la corruption, donc le clientélisme. Exactement. Maître نور حميد احنا نعرفوا باللي تبون رئيس الجمهوريه هو القاضي الاول للبلاد. راك هنا متر حميد وبا؟ أنا سمعتك. قلت بالك. لا ما نعرفش. Donc je disais que رئيس عبد المجيد تبون هو القاضي الأول في البلاد في الجزائر et tout. Donc, qu'est-ce qui l'empêche je ne sais pas moi, de signer يدير قانون وين يفصل le juridique, en fait, يفصل بين, voilà, il fait la séparation des pouvoirs juridiques, exécutifs et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qui l'empêche? Eh ben, الشيء اللي يمنعه باش يدير هذاك الشيء الناس اللي جابوه هذا هو المشكل. سي ابراهيمي قال في الدستور الحالي سلطات رئيس الجمهوريه سلطات واسعه جدا. اي فوالا. كان ذلك عن قصد تكون سلطات واسعه لكن لرئيس ضعيف. هو المشكل. Justement, Maître Ahmed, en fait, on a l'habitude de dire que ماشي الرئيس اللي يقرر, الجيش هو اللي يمد en fait les ordres et tout. Est-ce que c'est ça qui empêche le président en fait d'apporter, je ne sais pas moi, des changements dans les lois concernant au moins le volet juridique? Est-ce que c'est ça qui l'empêche? On dit par contre يعني ظاهريا نقولوا بلي هو القاضي الاول للبلاد, يعني il y a quand même une contradiction, non? في النصوص صحيح كاين فرق شاسع واش كاين في النصوص والواقع اللي رانا نعيشوه منذ 62 وخاصه في المده الاخيره. ما نعرفوا كامل كيفاش تبون وصل بين قوسين رئيس, يعني ماهوش لازم نديروا بين المزدوجتين. ايوا ما نعطيولوش الشرعيه اللي ما عندوش. لا اكيد. ايوه دونك هذا هو المشكل تاع الجزائر, يعني عندنا رئيس ما عندوش شرعيه. اذا كان سي ابراهيمي قال لازم يكون عنده الرئيس يستمد القوه تاعو من الشرعيه تاعو, يعني من الشعب اللي يفوت عليه. فوالا كي يكون عنده الشرعيه يقدر يدير واش يحب استجابه للبرنامج اللي الشعب انتخب عليه. اما اليوم ايوه هو فاقد الشرعيه تماما, والمشكله انه ضعيف. وكان يعني الاختيار هذا الشخص تحديدا هو عارفينه باللي ضعيف, ما يقدر يدير حتى حاجه, ما يقدرش يفرض روحه. كل شيء اللي لازم يتلقى هو بدات الاوامر باش يطبقهم. ما هو اللي يطبق. ايوه اذا ما يقدرش حتى. صحيح لو كان جاء انسان عنده قوي الشخصيه, عنده الدستور, عنده كذا, عنده قال خلاص بركات الشعب خرج
22 فبراير 2019 بقوه، لازم نروحوا نحو بناء دوله القانون، لانه لازم نروحوا نحو بناء دوله القانون. هذا هو يعني الهدف الاساسي والرئيسي تاع الحراك، هو الذهاب نحو بناء دوله القانون. اذا كان خرجنا من هذا الهدف كل ما درنا والو، والحراك ما يروحش بعيد. دونك لو كان جات عنده القوه وعنده الشرعيه وصح يرتكز على الشعب اللي فوتا عليه وكذا، كان يروح في هذا الاتجاه، يفتح مجالات النقاش، لانه في الشعب الجزائري في حاجه لفتح نقاش واسع، لانه بناء دوله القانون ماهوش سهل، ماهيش قضيه سهله، ماهوش مجرد مرسوم ولا قانون خلاص نبنيو به دوله. نو، هذه ذهنيات، عقليات، تاريخ، كذا، عده عوامل اللي تدخل في بناء دوله القانون، في بناء الدوله. لانه استاذ حمين هل تعتقد باللي لو فات رئيس تبون اللي حطوه رئيس ما عندوش شرعيه، يعني ما عندوش موراه الشعب، يعني ما عندوش الشعب موراه اللي يقدر يضمن له باللي هو باغ اكزومبل يتخذ قرارات هامه لتغيير باغ اكزومبل سياسه البلاد؟ parce qu'en fait on dirait que il s'est piégé lui-même، يعني هو اصبح هو اللي يطبق الاوامر، يطبقها على الشعب الضعيف اللي اصلا ما فوتاش عليه. Alors que s'il avait derrière lui, en fait, tout un peuple derrière lui qui a voté pour lui et tout, بالك هذا اللي راح يشجعه باش il peut avancer dans la politique algérienne, il peut faire quand même beaucoup de projets. Est-ce que ça joue, ça aussi ça joue ou pas en fait؟ يلعب دور يعني كي تكون فقد ثقة الشعب ديجا. الشعب اولا كان ضد الانتخابات تاع 12 ديسمبر 2019. ايوه، الشعب ما فوتاش، الشعب كان ضد الانتخابات، ضد المسعى تاع النظام. في 22 فبراير النظام تبنى مسعى، تبنى مسار عند فايدة روت اللي باش يمشي عليها. هذا النظام، السلطه الفعليه هي اللي حددت ورقه الطريق هذه. سيت فاي دو روت سي لو بوفوار ريال كي اريتي سيت فاي دو روت، يعني باش يروح نحو مسعى لتجديد النظام، لاحياء النظام، ماهوش باش يروح نحو بناء دوله، يعني عهده خامسه، يعني عهده خامسه باسم تبون، باسم كذا الى اخره. بالضبط هذا هو المشكل اللي رانا نعانيو. دونك مادام ان السؤال حول الرئيس الحالي، لو كان عنده دابور المستوى، خاطر لازم يكون واحد المستوى في الظروف، لازم يكون يعني ان دو غول، ماشي عارف واش، الى ان باجاج وشخصيه وقوه وبزاف حوايج في الظروف الازمه، يعني كي تكون ازمه حاده كما اللي رانا نعيشوا فيها اليوم، لازم شخصيه جد قويه اللي تقدر تفرض روحها وتفرض الحلول اللي تشوفها هي في خدمه الشعب وفي خدمه الدوله. هذا هو اللي رانا نعانيو منه، نعانيو من شخص، جابوا شخص اللي ما عندوش هذه القدرات، لا السياسيه ولا الفكريه ولا كل، ما عندوش، وبالتالي ما يقدرش يفكر حتى في الحلول المناسبه. خاطر لو كان جات عنده شخصيه قويه وعنده حلول يعني وين الشعب يتقبل بها، حتى في الوضع تاعو هذا يقدر يلعب دور صحيح، يقدر يفرض، قال نو ماهوش هذا هو الطريق اللي ناخذه. حتى اذا كنت حاب نوصل للموت، انا هاولي الاتجاه نروح نحو استجيب لمطالب الشعب لندى بها في الحراك. صح استاذ حمين، يعني باختصار باش نمدوا الكلمه للاستاذ ابراهيمي. كنا نقولوا باللي بوتفليقه يعرف يهدر، يعني هو معروف بالخطابات العنتريه تاعو تو. بوتفليقه كان قادر يدير حاجه ولا لا؟ ممكن جدا، ولكن بوتفليقه عنده خصوصيات، لا عنده نرجسيه، عنده كذا، عنده بوتفليقه قال الفامح لحقت عندي وحبست. ما كانش واحد اقوى مني، ما كانش ما عندوش ثقافه تاع بناء الدوله. هذا المشكل تاع بوتفليقه ما عندوش ثقافه بناء دوله القانون، ما عندوش ثقافه بناء دوله فقط. فبالنسبه له الدوله هو،
يعني يحصر الدوله معنى الدوله. ديجا هو اصلا قال لك الصحافه انانيه. هذا هو المشكل. المشكل تاع الذهنيات تاع هاد الاشخاص اللي تبلات بهم البلاد، هذا هو المشكل. ماهوش ربما لو كان كاين شخصيات مثلا، لو كان مانيش عارف كاين شخصيات اللي تقدر تروح في هذا الاتجاه نحو الاستجابه لمطالب الشعب مرحليا، خاطر ماهوش سهل، ماهوش بين عشيه وضحاها نروحوا نبنيو هذه المؤسسات. نكذبوا على بعضنا، المساله جد صعبه ولكن ماهيش مستحيله ان شاء الله. استاذ ابراهيمي، رانا سمعنا on vient d'entendre maître Ahmin, il disait que المساله ماشي صعيبه، ça veut dire on peut صعيبه ماهوش مستحيله. صعيبه بصح ماشي مستحيله. استاذ Brahimi, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que elle est difficile mais c'est pas impossible? Laquelle? Qu'est-ce qui est difficile, pas impossible? Alors, il disait que pour aller vers le changement, pour aller vers la construction d'un état de droit. Voilà, pour aller vers la construction d'un état. Je pense que c'est à la fois facile et complexe. C'est complexe plutôt. C'est très complexe. Donc, vous n'êtes pas d'accord? Complexe. Vous avez dit, écoutez. C'est pas facile. Les conditions doivent être réunies. Il y a des conditions. D'accord. Vous avez un petit peu voulu. Et quelles sont les conditions justement? Voulu simplifier en disant est-ce que Tebboune, qu'est-ce qui empêche Tebboune? Mais Tebboune, il n'est pas venu pour ça. Le programme de Tebboune réside. L'avènement de Tebboune s'inscrit dans un coup d'État contre la révolution populaire. Un coup d'État qui avait été commencé par Gaïd Salah, et Tebboune est venu comme un instrument de Gaïd Salah pour s'emparer de la présidence. Donc loin, on ne peut pas lui supposer ni une faiblesse quelconque, ni quoi que ce soit. Il est venu pour faire ce qu'il est en train de faire, tout simplement. Donc, il ne peut pas faire ce qui devrait être fait justement pour donner de la souveraineté au peuple. Il est venu pour confisquer la souveraineté populaire, il n'est pas venu pour la consacrer ou l'établir. C'était pareil pour Bouteflika. Vous avez posé la question sur Bouteflika. Bouteflika a acquis contre l'appareil militaire et celui qui a quasiment approché la capacité ou le pouvoir de Boumedienne sur l'appareil militaire. Il a réussi à les diviser, il a réussi à les multiplier au point où ils s'en servaient les uns contre les autres. Oui. Mais moi, j'ai toujours dit à l'époque que, Bouteflika ne fera rien, n'ira pas vers le changement, parce qu'il n'est pas venu pour ça, et il n'est pas venu dans ce cadre, et mieux que ça, ce n'est pas en s'appuyant sur le FLN et le RND que l'on peut faire le changement. C'est en s'appuyant sur un peuple, en ayant la légitimité d'un peuple. Donc, Bouteflika, qui pouvait, du point de vue technique, imposer beaucoup de changements, aller vers le changement démocratique, ne l'a pas pu. Également, il ne l'a pas, mais il ne l'a pas voulu. Il ne l'a pas voulu et il ne l'a pas pu. Parce que, vous savez, en dernière instance, c'est toujours l'appareil militaire qui s'impose. Moi, je rigolais quand les gens me disaient, à l'époque, ça y est, Bouteflika a soumis le commandement militaire. C'est bon, c'est terminé. Il a soumis les services de renseignement. Moi, j'ai eu une position constante depuis toujours en disant que Bouteflika n'a pas un parti qui couvre toute l'Algérie et qui de plus est un parti armé. Oui. La police politique est un parti politique qui couvre toute l'Algérie et qui de plus est armé et est riche. Elle est riche. Donc, en réalité, moi j'étais convaincu que lorsque l'appareil militaire, le commandement militaire voudra se débarrasser de Bouteflika, ça sera
très très facile. Donc, c'est une question, en fait, qui relève qui demande une révolution, exactement comme le peuple algérien a fait partir la France par une révolution populaire en 1954. Aujourd'hui, le peuple algérien a commencé une révolution pacifique pour changer, parce que c'est le seul moyen pour imposer le changement. Sans cela, nous aboutirons toujours au même résultat. Vous savez. Donc vous y croyez dans le Hirak, enfin, en Hirak, vous y croyez? J'y crois au Hirak, mais à condition. J'y crois au Hirak, enfin plutôt à la révolution populaire, si elle s'organise. Si elle ne s'organise pas, il n'est pas évident que le processus pourra aboutir dans le court terme ou le moyen terme. Par contre, le Hirak a ceci d'extraordinaire. Il a dégagé pour la première fois depuis 1962 un potentiel ressources humaines, militantes, démocrates, à travers le moindre village reculé d'Algérie, du sud, de l'est, de l'ouest, alors que la mouvance démocratique, la revendication démocratique se concentrait plutôt au centre du pays, entre Alger et la Kabylie. Et ça, c'est un potentiel extraordinaire qu'il faut absolument capitaliser pour pouvoir faire aboutir cette révolution. Comment le capitaliser? C'est par l'auto-organisation citoyenne. C'est en permettant à ces citoyens qui ont une vision démocratique du changement de s'organiser entre eux. Et la preuve que j'ai raison, Gaïd Salah, la première chose qu'il a faite au printemps 2019, c'est de faire régner un véritable état d'urgence. Aujourd'hui et hier, il y a eu des arrestations massives dans tout le pays et notamment à Alger. Hier et aujourd'hui encore, des tentatives de manifestation se sont soldées par des arrestations et il y aura encore demain des détenus qui seront présentés au tribunal de Sidi Mohamed. Donc ils ont très bien compris, c'est pour ça que la meilleure façon كي تغبالك كامل ما فهمتش الواقع نتاعك وراك رايح حوس وين النظام ما يحبش روح لهذيك الجهه. النظام موش حاب يخليك تنظم نفسك لانه فرض عليك حظر على الحريات الجماعيه والفرديه. اما لازم تنظم نفسك لانه هذه هي الاداه الوحيده باش يكون التغيير. ثم التغيير ماشي قضيه الانتخابات. التغيير في نظام شمولي نتاع الشرطه السياسيه كما هذا يتطلب مرحله انتقاليه وين تنزع كل مؤسسات النظام الشموليه كما الشرطه السياسيه la police politique. On ne peut pas aller à des élections avec une police politique. On ne peut pas aller à des élections avec des lois liberticides. هذا هو الواقع اليوم. إذا باش تلحق pour revenir à notre sujet la séparation des pouvoirs لازم لك مرحلة انتقالية لأنه فصل السلطات مبدأ قانوني ودستوري جزء لا يتجزأ من تغيير ديمقراطي شامل. والتغيير الديمقراطي باش تلحق لهذا التغيير ولهذا فصل السلطات لازم لك تمر على مرحلة انتقالية ومسار تأسيسي سيد اللي رايح يكتب كل القوانين هذو. وفصل السلطات ما يكفيش وحده، لازم دولة القانون، ودولة القانون ما تكفيش وحدها. دولة القانون أولا باش لأنه لازم نفريو هذا القضية نتاع دولة القانون. دولة القانون تؤسس عندها دي ميكانيزم، ليطا دو دروا عنده دي ميكانيزم منهم اولا مبدا المساواه. في الجزائر ما كانش المساواه، سي بور ساك ما كانش دوله القانون، ما كانش المساواه امام القانون لانه اللي راه عنده الحكم في يده مواش قابل يطبق عليه القانون، فقط يحب يطبق القانون على الزواليه ماشي على نفسه. فهمتي؟ اذا مبدا المساواه غير موجود. مبدا كي يسموه
لا هيرارشي دي لوا. نعطيك مثلا الايامات هذو سمعتوا باللي النوط نتاع وزير العداله، النوط تاع وزير العداله تقريب جمدت جزء كبير من قانون العقوبات يتعلق بالفساد المالي. قال ما تديروش ما تحركوش الدعوه العامه الا بعد استشاره الوصايه اللي هي لا توتيل. وهذا يدل اولا انه ما كانش استقلاليه العداله اكيد ديبوندونس دو لا جوستيس، ويدل ايضا انه كاين انه الحاكم قادر يمنع تطبيق القانون على اللي يحب، ويقدر يطبق القانون على اللي يحب، ويقدر كاريمون il peut faire l'arbitraire. لانه la plupart des accusations des détenus du mouvement citoyen de 2019 sont des accusations arbitraires. C'est extrêmement rare que l'on trouve des accusations qui peuvent tenir la route, et Maître Ahmim est plus qualifié que moi pour en parler puisqu'il est en activité. Sans parler de l'usage de la torture aussi. Hein. Sans parler de l'usage de la torture. Donc, القضية هذه نتاع التغيير الديمقراطي ماهيش قضية إرادة شخصية نتاع شخص معين. هذه القضية هي قضية مصير أمة، مصير شعب. لازم يجند نفسه هذا الشعب، ولازم الشيء اللي يفريه اليوم ما يوليلوش غدوة. الشيء اللي يخليه موش فاري اليوم رايح يزيد يلقاه يصطدم به على 10 سنوات واحدة أخرى. إذا جاء وقت التغيير، لازم الشعب الجزائري يجند نفسه وينظم يستغل نفسه. الفرصة يعني يستغل الفرصة نتاع الحراك هذا. الحراك هذا حظ لكل الجزائر، حظ للأمة، حظ حتى للنظام، حتى النظام حظ لهم. لأنه vous avez dit tout à l'heure, est-ce que Tebboune s'est piégé? Bon, en fait, il ne s'est pas piégé, c'est son choix. Il a choisi de servir d'instrument. Mais en même temps, il est un peu piégé. Il est un peu piégé là-dedans. En plus de ça, on est piégé par une contre-révolution qui, en plus, s'est donné une vitrine civile incompétente, une vitrine civile qui n'a pas de capacité déjà personnelle comme ça sur le plan politique. Voilà. Merci, M. Brahimi. Je reviens vers M. Yefsah. Je pense qu'on est à la fin du débat de toute façon. M. Yefsah, l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen stipule toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Monsieur Yefsah, comment la Constitution garantit la séparation des pouvoirs? Comme ça, on va en finir. Monsieur Yefsah, rakna. Oui, je suis là. Je pense que au-delà de la question donc d'une constitution qui stipule la séparation des pouvoirs, et il y a la question donc de la réalité. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, à partir donc de la Constitution de 89, effectivement, donc dans la Constitution algérienne, il était bien précisé qu'il y avait la séparation des pouvoirs. Or, le problème, il est ailleurs. Le système algérien fonctionne sur des règles non écrites. Le juge algérien, il obéit au téléphone. Il n'obéit pas, il n'applique pas la loi. Le policier algérien, il obéit au téléphone, n'applique pas la loi. Donc, on est dans une situation où, même si, comme bien même, il y aurait des lois qui consacreraient donc la séparation des pouvoirs, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Donc, quand bien même il y aurait donc des lois, une constitution, des lois qui consacreraient donc la séparation des pouvoirs, mais la réalité, elle est autre. Et c'est ça qu'on vit en Algérie. Je voudrais rappeler un fait important. En 91, il y avait donc un gouvernement. Il y avait un président qui s'appelait Chadli, et il y avait un gouvernement qui était dirigé par Hamrouche, avec un programme qui a été donc voté par l'Assemblée nationale.
ce gouvernement n'a pas été au bout de son mandat parce qu'à un moment donné, entre ceux qui dirigeaient, ceux qui avaient le pouvoir, et qu'ils dirigeaient sans les règles écrites, n'étaient pas d'accord avec ceux qui étaient dans la façade. Et ils ont décidé tout simplement donc de le changer et de mettre quelque chose d'autre. Ils ont été capables d'organiser des élections, un premier tour, et ensuite de l'arrêter et de passer à autre chose. Donc, on est bien dans une réalité dans une réalité donc d'un État effectivement donc militaro-policier et non pas d'un État de droit. Moi, je pense que je suis d'accord avec Ali, avec effectivement donc Sinordine, mais il y a un aspect à mon avis qui est fondamental. Le Hirak aujourd'hui est un processus qui est vivant et dynamique. Je pense que l'organisation est en cours et je pense qu'on ne peut pas fixer des délais. Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est demain, Oui. etc. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, d'une part, il y a une conviction d'une majorité d'Algériens qu'il est possible de réaliser la rupture avec le système et de passer vers quelque chose d'autre. Et comment ça peut se faire? J'arrive. Justement, tout le débat justement dans le Hirak et dans le processus donc actuel avec tous les cadres organisateurs du Hirak, parce qu'il en existe. Il en existe aujourd'hui. Moi, je refuse, je n'utilise pas le terme d'élite parce que l'élite, c'est autre chose. Mais les cadres organisateurs du Hirak qui ont une expérience et qui ont une connaissance du terrain, aujourd'hui, ils développent comment dirais-je, une activité et ils réalisent des rassemblements, ils tentent des organisations et ils essayent de définir des stratégies, des tactiques pour justement y arriver. Il y a des gens qui parlent aujourd'hui d'une voie par le biais d'élections présidentielles avec un ensemble de conditions. Il y a d'autres qui parlent par exemple d'assemblée constituante. Moi, je suis dans le comité de citoyens algériens en France. Nous, on pense que le seul moyen pour justement revenir à l'état de droit, il faudrait revenir, bien entendu, à la souveraineté du peuple. Et pour cela, il faut une transition, comment dirais-je, extraordinaire. La transition extraordinaire, c'est une phase durant laquelle l'Assemblée constituante souveraine, une assemblée donc d'élus, des représentants du peuple élus démocratiquement, doivent disposer de tous les pouvoirs, législatifs et exécutifs à la fois. C'est-à-dire que dans cette période, cette période est nécessaire que ces représentants qui viennent du peuple et qui s'appuient sur la mobilisation, sur la force du peuple et non pas sur l'armée ni sur la police, puissent effectivement donc disposer de ce pouvoir pour justement démanteler les mécanismes de comment dirais-je de non-droit qui ont été mis en place et pour mettre en place des institutions mais réellement démocratiques. Donc, et bien sûr, élaborer une constitution dans laquelle il y aurait la séparation des pouvoirs, mais non seulement la séparation des pouvoirs, mais le fait de faire en sorte que les élus, ils obéiront à leur mandant, c'est-à-dire au peuple, et non pas à ceux qui ont la baïonnette. Parce qu'ils sauront que c'est le peuple qui va les élire ou alors qui va les sanctionner. Dans les pays démocratiques, sur quoi repose un état de droit dans les pays démocratiques? C'est que les élus dans un état démocratique, ils ont peur de leurs électeurs. Parce qu'ils savent qu'ils doivent rendre des comptes et que s'ils n'appliquent pas le mandat sur lequel ils ont été élus, eh ben, aux prochaines élections, ils ne vont pas voter pour eux. Ou même ils vont les appeler. Avant, quand il y a… vous savez, De Gaulle, en 69, quand il a organisé un référendum et qui n'a pas eu la majorité, il est parti.
Il est parti. Tebboune, il a fait un référendum au mois de novembre. Au mois de novembre, plus de 80% des électeurs n'ont pas voté. Et il est là. Et il est là parce qu'effectivement, il ne détient pas le pouvoir par le peuple, il détient le pouvoir par d'autres instances, c'est l'armée, la police politique, etc. Donc, la question, c'est effectivement cette transition. Il y a besoin de passer par une instance qui soit vraiment forte. Et l'instance qui soit forte, qui puisse effectivement tenir tête à cette caste de généraux et d'oligarques, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, il ne faut pas oublier, il y a aussi donc l'aspect économique. Nous sommes dans une révolution. Ce ne sont pas seulement les questions politiques qui sont posées, ce sont des questions aussi économiques, sociales, etc. Donc, il y a besoin d'une force capable de tenir tête à cette caste de généraux et d'oligarques, et cette force qui est capable de tenir tête, de démanteler ces institutions, c'est le peuple qui est mobilisé, c'est-à-dire le Hirak. Et bien entendu, tout à fait d'accord avec Ali quand il dit il faut l'organisation. Bien sûr qu'il faut l'organisation. Je pense que l'organisation est en cours. Il y a l'organisation en cours et je pense que la répression qui est en train de développer donc le pouvoir en place, la terreur qu'il tente d'instaurer par la torture qu'il pratique, c'est justement pour empêcher cette organisation de se concrétiser et de se généraliser. Il y a un deuxième aspect, l'organisation toute seule n'est pas suffisante. Il faut la coordination, il faut le débat. Troisième chose, à mon avis, et là j'attire l'attention des citoyens qui nous écoutent et des militants qui nous écoutent. Dans toute l'histoire comment dirais-je, de l'instauration des États de droit autoritaires, à un moment donné, ils font affronter des groupes donc dans la société et en prenant à témoin donc le peuple et dit la société, entre eux, il y a deux groupes qui s'affrontent et donc on est obligé de suspendre le droit pour pouvoir donc assurer la paix pour tout le monde. C'est un peu ce qui s'est passé chez nous en 92. Et aujourd'hui, il y a des tentatives donc d'opposer à l'intérieur du Hirak différentes forces. Ceux qui aujourd'hui donc parlent donc du danger islamiste, du danger. Je pense qu'aujourd'hui, l'obstacle au retour ou à la construction d'un État de droit, c'est le système qui est en place. Et le peuple algérien a besoin de son unité, il a besoin donc de débattre et de discuter, bien entendu, de poser sur la table toutes les questions, bien sûr, parce que c'est comme ça que nous pourrons avancer. Et bien entendu, nous, on pense que c'est au travers, effectivement, de l'élection d'une assemblée constituante souveraine. On dit la question donc, de constituante et de souveraine, parce que les législatives et exécutives à la fois, parce qu'on pense que c'est une période exceptionnelle durant laquelle il faut absolument tenir tête à ceux qui, aujourd'hui, ont usurpé donc le pouvoir et décident à la place des institutions factices qui nous sont présentées comme si elles étaient donc l'émanation de la souveraineté du peuple, alors que ce sont des gens qui sont désignés par des officines et par une bureaucratie donc docile de centaines ou de milliers de personnes, de fonctionnaires et de responsables donc au sein donc des différentes institutions de l'État, donc de la commune jusqu'au ministère et jusqu'à la présidence. D'accord, merci Monsieur Irsah. Maître Ahmin, je voulais juste évoquer la Deuxième République parce que certains en parlent. Monsieur Ahmin, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. D'accord. نهضر على الجمهورية الثانية, la Deuxième République. Est-ce qu'en instaurant un État de droit, si jamais on arrive à le faire, est-ce qu'on pourrait donc parler d'une Deuxième République? Est-ce qu'on peut considérer celle-là déjà, celle qui date depuis l'indépendance, est-ce qu'on peut la considérer déjà comme une Première République?
C'est un piège. Enfin على كل حال هذا النقاش انا اظن ما يفيدش الشعب الجزائري، لانه المشكل ماهوش في الجمهوريه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، ولكن الشيء المهم اللي يهمنا انه المسار الديمقراطي يعني مباشره بعد الاستقلال. مع الاسف الجيش الحدودي الفوضي لي شوز مع الاسف الشديد استولى على الحكم، فرض السلطه تاعو، استحوذ على السلطه تاع الشعب وبدا يمارسها خارج الاطر الشرعيه وخارج الاراده الشعبيه. ايوه. اليوم الشعب خرج 22 فبراير 2019 من اجل بناء دوله، قال حنا حبينا نوليو عباد كباقي الدول. كاين دول عندها بنات الدول يعني تبعت نظام معين، نظام ديمقراطي، نظام وين تسد فيه اهم شيء. قلت في السابق بان الدوله لازم تكون في خدمه الشعب، ايضا من اجل بناء فكره المواطنه، يعني لا سيتويانتي السيتويانتي. هذا هو اذا كانت الدوله ما فيها ما تعملش على احترام المواطنه، ما نقدروش نتكلموا على دوله القانون ولا الجمهوريه الثانيه ولا الثالثه. الشيء اللي يهمنا هو الذهاب نحو بناء دوله، وفي هذا المسعى، في هذا الاتجاه وهذا الهدف، انا نشاطر ضيوفك سي ابراهيم وسي يفصح فيما يخص لابد من مرحله انتقاليه، ولا بد من مجلس تاسيسي، وربما هذا المجلس التاسيسي يقدر يكون كمجلس تاسيسي من اجل تحرير الوثيقه الاساسيه اللي هي الدستور النابع عن الاراده الشعبيه اللي يناقش هذا المجلس التاسيسي. ممكن حتى نخرجوا منه ايضا السلطه التنفيذيه ان صح التعبير المسيره للمرحله الانتقاليه، هذا شيء ممكن ايضا. والشيء اللي يهم بزاف لازم يعني مع الاسف الشديد النظام هذا لو كان جاي يخدم في مصلحه البلاد، لو كان وظف وسائل الدوله من اجل فتح نقاش واسع بين الشعب الجزائري، باش في نهايه الامر الشعب الجزائري يعني ما يمكنش باش ما نكونوش نعيشوا مع بعضنا، يستحيل. بل هو صحيح النظام راه يسعى يعني في واحد المناورات الخبيثه باش يقسم الشعب الجزائري، باش يخلق صراعات وين فعلا نشاطر يفصح باش يقول غدوه خلاص حبس كل شيء انتهى، ما كان لا حراك ولا هم يحزنون. درك نوليو ان السلطه لازم كيان الدوله ربما يعني يخلق الجو اللي يخلي يقول لك كيان الدوله راه في خطر، وبالتالي انتهى كل شيء باش يفرض روحه بالقوه من جديد خارج الاطر القانونيه تماما. دونك سي فري لازمنا نحافظوا على هذا، هو اللي لازم نحافظوا على الوحده تاعنا والهدف تاعنا اللي متجهين له، وحنا لابد ان نعيش معا. يعني الشعب الجزائري يعني على المستوى الدولي بالمناسبه في ظرف من الظروف هناك ما يسمى بالتعايش السلمي، يعني في واحد الوقت كاين صراع بين القطبين في وقت في الستينات السبعينات الثمانينات، الصراع لا كونديسيون باسيفيك، يعني وصلوا حتى يعني على المستوى الاممي فرض فكره التعايش السلمي، ماهوش في مصلحه اي واحد باش يخرج من هذا الاطار، من اطار التعايش السلمي. وبالتالي نقدروا نتبناو هذه الفكره التعايش السلمي فيما بيننا من اجل بناء دوله يعيش فيها كل مواطن جزائري، نسميوها الدوله الجمهوريه الثانيه الثالثه، المهم دوله القانون. قبل هذا لازم مرحله انتقاليه كما اكيد. أستاذ براهيمي، vous pensez la même chose؟ لازم مرحلة انتقالية، تأسيس مجلس. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Maître Ahmine et même Monsieur Yafsah? Oui, bien sûr, bien entendu. Je l'avais même déjà dit. Oui. On ne peut pas faire le changement dans un système de ce type sans
période de transition qui est vouée évidemment au démantèlement du système policier et à la mise en place d'un terrassement, si vous voulez, à la mise en place de mécanismes et textes fondamentaux qui permettront au peuple algérien d'exercer sa souveraineté librement. Parce que le problème, c'est celui-là aujourd'hui. Ce n'est pas un problème d'urne, c'est un problème de conditions d'exercice de la souveraineté populaire. Dans un système policier où il y a une police politique, où il y a la fraude et la corruption, où il y a une justice qui n'est pas indépendante, il est impossible que la souveraineté populaire puisse s'exprimer d'une façon réellement libre. Maintenant, je voudrais, avec votre permission, mettre un petit peu, avertir, alerter. Nous sommes dans une étape où le pouvoir continue à poursuivre le même agenda, c'est-à-dire s'imposer par des élections factices, changer les institutions pour que rien ne change. Voilà. On a changé le président, mais on a obtenu pire qu'un 5e mandat. On dissout la PN alors que le peuple ne le demandait même pas, pour avoir une autre APN qui sera essentiellement clientéliste, soit parce qu'ils auront réussi à convaincre des hirakistes d'en faire partie, des partis politiques, etc. Donc leur objectif, c'est aussi bien de distraire la scène politique, mais également de faire croire par une recomposition de la même classe politique du système, faire croire à un changement. Et en même temps, pour casser le Hirak, on met en place une politique de bipolarisation qui est relativement une politique de bipolarisation avec l'islamisme qui veut à tout prix faire croire que dans le Hirak, il n'y a que les islamistes et lesquels islamistes sont supposés être des terroristes et donc on a le droit de réprimer le Hirak. Parce que pour la première fois, avec la prise de position du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, ça a été problématique pour eux de poursuivre la même politique. Donc il faut qu'ils justifient une nouvelle vague de répression du Hirak par la bipolarisation en revendiquant un statut d'arbitre à la limite des antagonistes islamistes et laïcs se sont chamaillés dans la foule. Donc on est là pour assurer l'ordre public. C'est pour cela que je profite pour demander à tout le peuple algérien de veiller jalousement à son unité dans la révolution et pour demander également à ceux qui instrumentalisent les années 90, qui instrumentalisent la religion, qui instrumentalisent les années 90 et tentent d'imposer dans la tête des jeunes qui sont nés essentiellement, de la majorité des jeunes qui sont nés essentiellement après les années 90 et qui donc n'ont pas pu connaître les années 90, il n'est pas normal qu'une partie quelconque essaye d'incruster dans la conscience de ces jeunes une espèce de révisionnisme historique qui voudrait par exemple que l'armée algérienne c'était tous des assassins et les terroristes islamistes n'étaient que de gentils boys qui fuyaient pacifiquement dans les montagnes. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ceux qui instrumentalisent cette question doivent cesser. Il n'est pas question, nous sommes également des témoins historiques, nous sommes des acteurs de cette histoire, nous pouvons témoigner, il faut laisser les jeunes, la majorité des jeunes qui ont fait cette révolution, qui sont la cheville ouvrière de cette révolution, les laisser découvrir eux-mêmes l'histoire plus tard. Lorsque cette révolution aboutira, il y aura une justice transitionnelle où tous ceux qui ont fait des dérapages et des deux côtés, si vous permettez, je termine. C'est un appel à la raison. C'est un appel à la raison de toutes les forces engagées dans le Hirak
pour qu'elles arrêtent d'instrumentaliser cette question qui fâche. On la laisse à plus tard. On la laisse à plus tard. Maintenant, évidemment, cela ne veut pas dire que les divers courants qui composent le Hirak ne doivent pas laisser apparaître leurs revendications propres, comme par exemple ceux qui ont voulu empêcher les femmes le 8 mars d'exprimer leurs revendications égalitaires en leur disant ce n'est pas le moment, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut opérer. Il est impératif de conserver la pluralité et la diversité politique du Hirak. Il est impératif de débattre, il est impératif de s'organiser. Nécessairement, il y aura un moment lorsque toutes les forces se seront organisées, un moment où tout le monde prendra langue avec tout le monde, pacifiquement, dans le cadre de la révolution démocratique. Mais vouloir brûler les étapes, c'est tricher dans l'histoire et ça peut exposer le Hirak. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Alors, je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce direct. Je pense, est-ce qu'on peut me le confirmer? Alors, je vais donner la parole peut-être à Maître Ahmine. Après, ce sera Monsieur Yafsah. Après, je reviens vers vous, Monsieur Brahimi. Alors, c'est quoi à chacun, en fait, الكلمة الأخيرة تاعكم اللي راهم يتبعوا فينا في هذه السهرة؟ الكلمة الأخيرة اللي نقولها أولا نشكركم على هذه المبادرة، خاطر احنا في حاجة للنقاش، في حاجة لنقاشات واسعة باش هذه المواضيع، هذه الجوانب. مع الأسف بطبيعة الحال النظام حتى ظروف معينة، ظروف تاريخية معينة باش يعني في وقت المناسب توجد الحل، لكن خلاها فقط في خدمة النظام. واليوم وقعت واحد التراكمات هكذايا اللي تراكمات صعيبة، ولكن في النقاش اللي يفك كل هذه العقد الموجودة. مع الأسف بطبيعة الحال الدولة الجزائرية، المواطن الجزائري، الشعب الجزائري عانى منذ 62 إلى يومنا هذا، لم تعطى له فرصة للنقاش فيما بينهم من أجل برامج مجتمعية، من أجل كيفية بناء دولة، من أجل المساهمة في بناء دولة. كل هذا كان مهمش، يعني الشعب حياته كان باختصار مهمش، وبالتالي فعلا هذا هو. وبالتالي نحن في حاجة إلى نقاش واسع مرة أخرى. ما دام راكم تساهموا في هذا النقاش نشكركم مرة أخرى. اللي نشكرك أستاذ نور الدين حمين. Franchement, ça nous fait plaisir d'ailleurs d'écouter vos conseils et tout, de vous voir déjà. Et puis, Inch'Allah, نتلاقاو في فرصة أخرى. Ça nous fera plaisir. Monsieur Yafsah, alors qu'est-ce que vous avez à dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir? Oui, je pense que, bon, premièrement, je suis content d'avoir participé à ce débat, donc avec Monsieur Ali Brahimi et Maître Nourdine Ahmim et vous-même, bien sûr. C'est un débat fraternel, c'est un débat démocratique, même si on a des nuances sur certains points. Moi, je voudrais dire deux choses, à mon avis. C'est que le processus de février 2019, il a arraché une chose qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un acquis qui est très important. C'est celui de l'unité du peuple algérien qui exige d'une même voix et d'un même mouvement la souveraineté, le retour à la souveraineté. ما ناش نسمعوا فيك أستاذ يفصح. Moi, j'entends pas. Hein. Moi aussi. Je crois qu'il a un problème avec sa connexion. Oui, d'accord. أستاذ مراد يفصح ما لاش نسمعوا. Je crois que vous avez un problème de connexion, Monsieur Yafsah.
c'est l'unité qui a été acquise. On n'entend pas, on n'entend pas, on vous entend crois pas. que je vais prendre le relais. Oui, oui, j'allais vous dire, M. Al-Ibrahimi. Oui. Donc, moi, je suis très content d'être parmi mon ami Nordin Ahmim, que je n'ai pas vu depuis longtemps, et puis Mourad Ifsah, avec lequel j'ai déjà participé à un débat. Et moi, le dernier message que je voudrais d'être cassé, c'est pas perdu, il risque d'être cassé. Mourad, j'ai pris ta place, je continue juste un moment, elle te redonne la parole. Allez-y, allez-y. Allez-y. D'accord, parce que tu avais un problème de connexion. Donc, je disais, moi, je voudrais diriger mon message d'abord en direction de l'armée pour leur dire que il n'y a aucune velléité dans le peuple algérien, dans l'écrasante majorité du peuple algérien, et dans ce Hirak, et les acteurs qui se sont exprimés dans ce Hirak, de faire quoi que ce soit de mal à l'armée algérienne. Là, il n'y a pas de nation ou de peuple puissant sans une armée puissante. Le problème que nous refusons, c'est la mainmise du commandement militaire sur la souveraineté populaire. Par contre, une armée, notre armée jouira de beaucoup plus de possibilités d'épanouissement, beaucoup plus de possibilités de professionnalisation dans un État démocratique où le peuple est souverain. Mon deuxième message, c'est en direction des puissances partenaires de l'Algérie et des peuples du monde. Je leur dirai que le Hirak, l'ONU elle-même l'a reconnu, est un mouvement démocratique pacifique. Le Hirak ne veut pas déstabiliser l'Algérie. La révolution algérienne, les Algériens sont conscients de l'importance de la stabilité de notre pays, et pour nous et pour le monde. Les Algériens veulent seulement recouvrer pacifiquement leur souveraineté sur leur État. Et les Algériens sont conscients qu'ils doivent honorer tous les engagements internationaux de l'Algérie. Les Algériens s'inscrivent dans la recherche de la paix et de la stabilité mondiale. Donc il faut absolument que les puissances qui encouragent le statu quo en Algérie prennent conscience que ce statu quo est plus dangereux que le changement lui-même. C'est plutôt le statu quo qui peut mener l'Algérie à l'instabilité et exposer leurs intérêts au danger. Exactement, ce qui leur menace. Intérêt est d'être aux côtés du peuple algérien, de favoriser une solution, et nous ne leur demandons pas de s'ingérer dans les affaires de l'Algérie. Nous refusons toute forme d'ingérence, mais nous saluons également toute la solidarité des peuples épris de paix et de liberté en direction du peuple algérien. Les puissances étrangères, nous leur demandons de lever la main, d'arrêter d'encourager un pouvoir qui refuse la souveraineté de son peuple sur son État. Merci. Merci infiniment, Monsieur Al-Ibrahimi. Alors, je donne la parole à Monsieur Ifsah. Tout à l'heure, on ne vous entendait pas. Oui, merci. Vous avez un problème de connexion. Ben alors, vous aurez le dernier mot. Oui, depuis tout à l'heure, j'avais… Oui, mais merci à vous et merci à mes compatriotes, effectivement. Donc, et Atek ça, allez, désolé, vraiment désolé. Depuis tout à l'heure, j'avais un problème de son. Donc, je voulais dire tout à l'heure que, premièrement, nous avons acquis quelque chose qui est quand même fondamental. C'est que nous, Ali, Ahmed, Nordin aussi. Donc, on est quand même des gens qui avons un certain âge. Donc, nous avons vécu plusieurs années de lutte. Pour arriver à ce stade d'unité du peuple algérien, donc exigeant par la parole et par le mouvement, donc la question de la souveraineté, le retour à la souveraineté, c'est quelque chose de quand même de formidable et qu'il faudrait absolument donc le sauvegarder. Et cela veut dire qu'il faudra déjouer
toutes les manœuvres et toutes les attaques donc, du système qui veut absolument donc, mener à l'échec ce mouvement par la division. Et c'est à nous justement de faire preuve d'intelligence, de faire preuve de fraternité, de faire preuve de démocratie et bien sûr, pas seulement dans le débat, mais aussi donc dans nos actions à travers le territoire national. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai vu cette semaine, donc ce vendredi, à Alger, j'ai vu effectivement la banderole du carré de notre ami et frère Ali Brahimi, de la coordination. C'est quelque chose qui, moi, je trouve que vraiment, j'ai remarqué, c'est quelque chose de très positif, d'autant plus qu'il incite au débat fraternel et à la coordination. Et je pense que c'est quand même fondamental qu'il y ait justement cette coordination et un cadre dans lequel des représentants de citoyens, des citoyens engagés, ce n'est même pas des représentants, des citoyens engagés qui ont un rôle actif et un rôle organisé donc dans le Hirak se rencontrent. Quand on a vu, par exemple, le 16 février, on a vu des délégations qui sont parties de plusieurs wilayas à Kharata, ça a été un moment d'une très grande importance historique dans ce mouvement national pour la souveraineté. Et je pense qu'il est possible d'organiser quelque chose de ce type pour… Ça prouve qu'il est déterminé, le peuple, de toute façon. Voilà, donc pour instaurer ce dialogue et cette concertation et arriver effectivement donc à concrétiser par un processus donc d'élection démocratique d'une assemblée constituante souveraine et qui sera auto-organisée par les militants, les citoyens qui sont engagés dans ce Hirak. Moi, personnellement, j'ai l'espoir. On n'a pas le temps donc de revenir sur des anecdotes du passé, donc de notre militantisme des années 80 ou 90 ou 2000 ou autres, mais je pense que ce processus, il est irréversible. Il y a quelque chose qui s'est emparé de la conscience d'une immense majorité donc du peuple algérien. Et ce quelque chose, c'est la soif de la liberté, c'est la volonté d'en finir avec le passé. Il y a une autre chose, c'est que non seulement que la majorité a cette soif et a cette volonté de ne plus vivre dans le même cadre qu'avant, mais y compris le pouvoir, le système actuel, il ne peut plus gouverner comme avant. Il est arrivé à un stade de sénilité politique, à un stade de sénilité, y compris biologique. Donc, la question, elle est aujourd'hui pour justement éviter qu'il y ait une dernière provocation, parce que une bête blessée peut toujours donc faire du mal. À mon avis, l'unité est bien entendu pour pas l'unité pour l'unité, mais l'unité pour redonner la parole au peuple et au peuple de décider du contenu et de la forme de la nouvelle République qu'il veut mettre en place. Et bien entendu, elle ne se basera que sur la souveraineté et sur le pouvoir de décision et le contrôle du peuple sur ses élus et sur toutes ses institutions et sur les richesses du pays. يعطيك الصحة Monsieur Morad Yefsah, يعطيك الصحة علي إبراهيمي, يعطيك الصحة نور الدين حمين. Alors, on a parlé de la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires en Algérie, dont je disais dès le départ que c'était le principe même des démocraties représentatives. J'espère que on a été clair, en fait, on était clair dans le débat et que les Rahomit Baoufina, ils ont compris un peu. Donc, moi, je vous dis, j'espère vous retrouver dans un autre débat. Peut-être on parlera d'autres choses et tout. Ça sera toujours sur l'Algérie.
d'Algérie, bien sûr. Et puis, Ya'tekoum Saha, encore une fois. Et vous, tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis, je vous dis merci. Et puis, peut-être à bientôt. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir. بقى على خير يعطيكم الصحة. اختطاف الناس، اختطاف واستعمال العنف. والعمامة انتوما نسيتكم قصير القامة سلوها قبل ما تطلع الغرامة ما كاين خليفة لا خلافة يا ناقصين إيمان ونظافة صبرنا عليكم قلتو خوافة وخيمتو على ظهورنا معلافة خيمتو سكتنا 20 سنة كفاية خلاص الحفلة يا وجوه الغملة غريب نفيد عليكم الحملة والله ما نزيدو معاكم دقيقة 62 وحنا بالشقيقة عرفنا اساسكم جيبة وسريقة وعلوكم ما زالها عميقة ما زالها روحوا 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 خير ليكم تروحوا دمي موندا باش تكملوا بيناتكم بارتي روندا كنتو العهد وماشي غير عهدا 20 سنة وانتوما القلة باردة حصلنا معاكم راكم رشقتو هنا وحدكم بيريمي القلاية واليوم الجيري وقفت على ضربها نساو رجال وشبان من كل جهة خرجوا 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 لي زالجيريا خرجوا خرجوا
رجولي